Pardonne-moi, D'accord. papa. Ah, j'avais oublié. Armando? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que la vie m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et à chaque fois, j'ai dû me relever et continuer à me battre. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé quand je suis parti et que tu es resté seul avec ton père. À ne manquer aucun épisode de votre série Teresa, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Dis pingouin, vise mon insigne. Moi aussi, je fais partie des forces armées. Tu n'as aucun respect pour l'uniforme. Pas même pour celui que tu portes. Le rendez-vous des tout-petits à voir du lundi au vendredi à 18h05 sur RTI 1. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Parce que moi, je te considère comme faisant partie de la famille. Si tu dis pas là ce que tu as dans la tête, c'est que tu envisages peut-être de le faire. Les résultats des tests sanguins qu'on nous a donnés viennent de tout changer, encore une fois. Le docteur a dit que c'était pas la fin du monde. Je ne pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Dans une famille, on est tous là pour s'entraider. Sinon, ça n'a aucun sens. Isaac, je veux que tu me parles. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Ici Blackburn, identifiez-vous. Matricule 223, je me suis fait griller, L'appel n'est pas autorisé 223, la ligne est non sécurisée. Donnez-moi l'adresse de la planque. Négatif 223, vous connaissez le règlement. Alors, à mon avis, on doit chercher un assassin hyper entraîné, un tueur professionnel. Castle. Tous les mercredis à 22h sur RTI 1. Nous devons le dire à ta famille. Leur dire quoi? Que la compagnie que mon père a créée de toutes pièces est sur le point de faire faillite? Non, que nous sommes le dos au mur, mais qu'on a un plan d'attaque. Quel plan d'attaque? Si tu avais envie de détruire une compagnie, tu pourrais soit l'attaquer de l'extérieur, soit la détruire de l'intérieur. Mais pour ce faire, il te faut une taupe. Comment changes-tu un homme bien pour qu'il accepte d'être une taupe? Jacob Cross, tous les samedis à 19h05 sur RTI 1. Tom Scavo avait un secret. Il y a 20 ans, il avait couché avec la meilleure amie de sa femme. C'est pour cette raison qu'elle avait décidé de le punir. Lynette comptait bien dire à son mari qu'elle était au courant, mais avant cela, elle avait la ferme intention de se venger. Ah tiens, qu'est-ce que mes clés font par terre? Desperate Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Tu auras 15 de moyenne en mathématiques, 16 de moyenne en physique. Tiens, par exemple. Ton ventre? Il a quoi ton ventre? Tonton m'a pas ça, il m'a pas voté. C'est quel tonton encore? Ton mari, non. Fatou? Mon mari? Retrouvez Harcèlement, votre série ivoirienne à voir ce dimanche à 20h50 sur RTI 1. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait partie d'une famille. Quand il arrive quelque chose à un membre de la famille, comme aujourd'hui à Amber, on veut être à ses côtés. Même si on a très faim, même si on est très fatigué, on doit être auprès de la personne qui a des ennuis. Je veux te dire que je suis désolé. Désolé qu'on soit disputé pour la vaisselle. Et de t'avoir trompé. La famille, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Retrouvez chaque dimanche votre série Parenthood à 22h sur RTI 1. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous recevons à présent l'invité de la matinale, Monsieur Echel Kouassi. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Caroline. Monsieur Michel Kouassi, vous êtes conférencier. Bien sûr. Et avec vous, ce matin, nous allons aborder l'épineuse question de la création d'entreprises. Voilà, c'est bien cela. Voilà. C'est un sujet, on va dire, de tous les temps. Un sujet qui demeure d'actualité, un sujet important. Aujourd'hui, quand on jette un regard sur notre jeunesse, parlant surtout de création d'entreprises, on a l'impression que les jeunes sont des abandonnés du ciel. Pourtant, vous avez des solutions. Bien sûr. Les solutions ne viendront pas forcément de moi, mais des connaissances que chacun aura afin de pouvoir effectivement créer une entreprise. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait donc important qu'on puisse savoir ce que c'est qu'une entreprise. Voilà. Avant même de parler d'entreprise, je voudrais dire qu'aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens souffrent au point où on parle de chômage à gauche et à droite. Plusieurs se disent qu'il n'y a plus d'emploi et c'est difficile. Le mot qui est récurrent dans la bouche des gens, c'est difficile. C'est difficile et c'est difficile. Mais pendant que certains sont en train de réciter ce mot, d'autres par contre sont en train de rire. Rire parce que voilà, ils ont un emploi, ils sont épanouis. Certains dans cette Côte d'Ivoire où les gens pleurent ont 5 entreprises, voire même 10 entreprises à eux seuls, et pendant que d'autres disent qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'entreprise. Donc, je dirais que c'est une quel est votre jugement là-dessus? C'est une affaire de compréhension, en fait. Une affaire de compréhension. Voilà, c'est une affaire de compréhension, c'est une affaire de comment est-ce que nous voyons la vie. Et parce que la manière dont on voit la vie, la manière dont on voit les circonstances de la vie vont déterminer comment est-ce que nous allons répondre à la vie, nous allons répondre aux situations difficiles. Vous voyez, je prendrai un peu l'exemple de la Chine. Là-bas, le mot crise n'existe pas. Le mot crise, c'est opportunité en chinois. Vous voyez, donc pour dire que ce n'est pas parce que la vie est difficile que les gens vivent difficilement, mais c'est parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Voilà pourquoi est-ce que les choses semblent difficiles pour eux. Mais voilà, après cet entretien, je pense bien que cette personne... Je veux dire que le jugement que vous faites, ou peut-être le constat que vous faites par rapport au chômage, c'est lié certainement à une question de mentalité. Bien sûr, moi je prends cela dans le sens de la mentalité, je prends cela, je ne vais pas exagérer, mais je parle même d'ignorance. Certaines personnes pensent que forcément il faut attendre que la société soit meilleure, mais la société ne deviendra jamais excellente, elle ne deviendra jamais meilleure. Vous devez faire avec la société, vous devez vous insérer dans le tissu social. Et pendant que vous créez vous-même les champs d'action, vous allez avoir de la chance de réussir. Parce que les gens parlent de chance et de chance. La chance ne sourit seulement qu'à ceux qui créent, à ceux qui prennent un pas. Et donc, je dis que c'est forcément lié à la mentalité de chacun. Comment est-ce que nous comprenons l'état de la société, comment est-ce que nous abordons le cas et la question même du travail. D'accord. Alors, qui peut créer, qui est capable de créer une entreprise? Est-ce qu'il y a, par exemple, j'allais dire, un profil idéal? Est-ce que c'est réservé à une catégorie de personnes? Qui est capable ou qui peut créer une entreprise? Avant même de répondre à cette question, allons pour savoir ce qu'est effectivement une entreprise. Bien sûr, c'est bien sûr la première question que je vous ai posée. Voilà, une entreprise est effectivement une unité économique et juridique autonome qui a en vue de produire des biens et services pour un marché bien donné. Et donc, pour produire des biens et services, ne voyez pas forcément en termes de fabrication. On peut produire des biens. Allez-y. On peut produire des biens assez facilement, pas forcément en termes de fabrication. Donc, quand on parle d'entreprise, voyons d'abord entreprendre. Le mot entreprendre qui veut dire rendre service afin de pouvoir avoir un profit. Et donc, quand vous entreprenez, vous rendez forcément service à la société. Et pendant que vous rendez service à la société, alors la société vous donne ce qui est votre dû. Et donc, voilà un peu la question d'entreprise, ce que c'est. Et donc, les activités bénévoles? On peut pas considérer est-ce qu'on peut considérer les activités bénévoles comme des entreprises? Ok. Quand on parle d'entreprise dans le vrai sens du mot, c'est être enregistré sur le plan, je le dirais,
étatique. C'est-à-dire que sur le plan, on va revenir à cela sur le plan juridique et social. Vous êtes enregistré auprès des autorités, je veux dire, compétentes. Et c'est là qu'on parlera effectivement d'entreprise. Mais l'entreprise peut avoir des préalables. Vous pouvez commencer votre entreprise sans pour autant parler véritablement avec le mot entreprise, mais vous êtes déjà en train d'entreprendre de manière sous-entendue. C'est-à-dire que juridiquement, l'entreprise n'est pas constituée, mais vous entreprenez une activité, donc c'est une entreprise. Voilà, donc juridiquement, vous n'êtes pas encore sous le mot entreprise en tant que tel, mais vous êtes déjà en train de partir vers là, parce que vous êtes en train d'entreprendre déjà. Et donc, pour revenir à votre question, parlant de qui peut entreprendre. Celui qui peut entreprendre, c'est tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes dans une société, alors vous pouvez entreprendre dans cette société. Et donc, quand on parle d'entreprise, c'est celui qui entreprend déjà, qui crée une entreprise. Et donc, que vous soyez... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Celui, par exemple, qui n'est pas dans une société et qui n'a jamais effectué une activité en bonne et due forme, qui est, par exemple, sorti des écoles, est-ce que ce dernier n'est pas capable d'entreprendre? Tout le monde est capable d'entreprendre. D'accord. Tout le monde est capable d'entreprendre. Comme je le disais, je dis entreprendre, c'est créer une activité. Créer une activité. Voilà, créer des biens. Mais qui est habilité à créer l'entreprise? C'est ce que je suis en train de dire. Celui qui... Quand on va parcourir notre discours, vous verrez l'étape pour la création effective d'entreprise. Tout le monde est habilité à créer une entreprise, que vous soyez allé à l'école ou pas, vous êtes habilité de créer une entreprise. Quand on parlera d'entreprise, c'est quand on entrera effectivement dans le cas juridique et dans le cas social. C'est quand tout cela est bien fait, c'est là qu'on parle effectivement d'entreprise. Sinon, tout le monde peut créer une entreprise. D'accord, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il y a certainement des démarches, parce que quand on parle de création d'entreprise, il y a un cheminement. C'est vrai que vous le disiez tantôt, il n'y a pas un profil requis. Tout le monde est apte à créer une entreprise, qu'on soit peut-être vendeuse d'Aloco, c'est une entreprise, qu'on sorte des grandes écoles, on est apte à créer une entreprise. Voilà. Mais tout le problème, Monsieur Kouassi, se trouve dans la pratique. Comment faire pour créer une entreprise? C'est là que vient la passion, c'est là que la passion vient jouer son rôle. J'ai remarqué quelque chose, c'est que ceux qui réussissent n'ont pas 10 têtes. Ils ont une seule tête comme nous. Et donc, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Voilà, quand je vais venir à cela, quand je parle de pas 10 têtes, c'est-à-dire que pour créer une entreprise, il y a d'abord la première étape. La première étape, les gens pensent que c'est l'argent. Non, la première étape n'est pas l'argent. Parce que, vous voyez, une grande majorité de ceux qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche ont perdu leur héritage. Vous donnez de comprendre que ce n'est pas forcément l'argent qui fait l'entreprise. Et plusieurs se trompent sur le sujet. Ils se disent que quand j'aurai l'argent, alors je créerai mon entreprise. Mais non. C'est une erreur? C'est erroné. La première étape, c'est une idée. Il faut trouver une idée. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui réussissent n'ont pas 10 têtes. N'ont pas 10 têtes. Ils ont une seule tête. Et nous aussi, on a une tête. Mais s'ils ont pu trouver les idées, on peut dire qu'ils ont 10 têtes. Non, en fait, pourquoi est-ce que je l'ai dit? Certainement qu'ils réfléchissent vite ou peut-être qu'ils sont plus intelligents. Ils réfléchissent vite, pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce que tous les hommes sont nés avec les mêmes chances. Mais quand on parle, je veux dire, c'est peut-être discutable. On parle de quotient intellectuel plus élevé chez les uns par rapport aux autres. Est-ce qu'on peut dire que tous les hommes sont nés égaux, tous les hommes sont nés avec les mêmes chances, les mêmes capacités d'intelligence? Oui, bien sûr. Parlant des quotients intellectuels, je dirais que le quotient intellectuel est vraiment important, mais le quotient émotionnel est plus important que le quotient intellectuel. Parce que deux personnes qui ont eu le même diplôme, qui ont eu le même niveau à l'école, ne deviennent pas les mêmes
de manière pratique dans la vie. Un sera très riche et l'autre va être dans les rues en train de poireauter, en train de souffrir, pendant qu'ils ont les mêmes diplômes. Donc le quotient intellectuel ne garantit pas la réussite. Le quotient intellectuel ne garantit pas la réussite. D'accord. Alors c'était juste une parenthèse. On va revenir à l'idée de création d'entreprise. Vous avez dit que c'était une étape très importante. Il ne faut pas d'abord commencer par rechercher les fonds. Il ne faut pas se fier à l'argent qu'on a. Le plus important, c'est l'idée. Mais comment trouver l'idée? L'idée, vous allez trouver l'idée d'abord par une profonde réflexion. Comment est-ce que ça vient? Nous sommes dans une société. Et dans cette société, vous vous rendrez compte que les gens diront toujours si telle chose était proche de nous, on est obligé d'aller à 1 kilomètre pour pouvoir le rechercher. Cela déjà, les plaintes des hommes peuvent vous donner déjà une idée qu'il y a un besoin à satisfaire dans ce quartier. Et donc, quand les gens sont toujours en train de se plaindre, ils sont en train de se plaindre de ce qu'ils ont besoin de satisfaire. Et donc, si vous réfléchissez bien, si vous avez les yeux ouverts, vous avez les oreilles ouvertes, vous aurez toujours une idée qui proviendra des plaintes des gens. Donc il faut être très observateur. Bien sûr, vous devez être beaucoup observateur, beaucoup à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous dans votre société. Et pendant que les gens sont en train effectivement de se plaindre, vous verrez que quelque part il y a un besoin à satisfaire. On doit aussi lire les organes comme la presse spécialisée qui parle d'économie. Il y a dans la presse, vous vous rendrez compte qu'on parle de l'agriculture, comment mieux faire pour que la tomate génère bien, que ça produise bien, comment est-ce que l'informatique actuellement est en train de faire partir le monde vers l'avant et qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions. Donc il y a ces organes comme la presse spécialisée qui peut bien vous aider. Il y a aussi la télévision. La télévision parle de certaines activités économiques. Il faut suivre ces activités économiques dont la télévision parle. Ces émissions vont enrichir notre mental, vont nous donner de réfléchir sur le sujet qui est en train d'être discuté. Et les personnes qui n'ont pas, par exemple, la possibilité de s'informer, de lire des journaux, d'acheter des journaux, peut-être de regarder la télé, on me dira, est-ce que ça existe? Mais bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas chez eux ou chez elles la télévision. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas avoir 200 francs pour acheter un journal. Je veux dire, est-ce que ces personnes sont exclues? Elles ne sont pas exclues parce qu'elles sont déjà concernées par le premier point que j'ai cité. J'ai dit que dans toute société dans laquelle vous êtes, il y a des besoins exprimés. Les gens vont toujours se plaindre de certaines choses et diront s'il y avait une machine, comme on appelle, à piler le manioc, ici on n'aurait pas pu se déplacer jusqu'à 1 kilomètre. Donc le plus important, c'est d'identifier les besoins de votre environnement. C'est de là que peut venir une idée. Voilà. Identifier immédiatement, par votre écoute attentive, vous allez toujours identifier les besoins de la société, les besoins des gens autour de vous. Les plaintes des gens, comme je le disais, vont toujours exprimer ce qu'ils ont besoin de satisfaire. Donc, que vous soyez intellectuel, que vous soyez privé d'électricité ou encore de télévision, que vous n'ayez pas le minimum, vous n'êtes pas défavorisé parce qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez toujours entendre dans la bouche des gens qui pourra vous permettre de créer une idée si vous êtes vraiment attentif. Donc, comme j'étais en train de dire, il y a aussi les voyages, pourquoi pas. Les voyages à l'intérieur du pays. Bien sûr, quand on a la possibilité de le faire. Voilà, quand on a la possibilité de partir en voyage à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. Poser des questions. Ne soyez pas des gens qui vont seulement en voyage pour un repos et autres. Tout ce qui est opportunité de voyage est aussi opportunité d'affaires. Il y a certaines choses que vous allez... D'accord. Vous parlez de voyage. En même temps, je pense à l'opportunité, cette grande opportunité que le monde a aujourd'hui, l'Internet. Voilà. Sur Internet, on n'a même plus forcément besoin de voyager pour avoir des informations sur un pays, de savoir les besoins peut-être des Chinois ou les besoins des Béninois ou des Burkinabés tout près ici à côté de nous. J'allais en venir. Parce que...
c'était là même mon dernier point en ce qui concerne... Ah d'accord, je vous ai devancé alors. Oui, bien sûr, vous êtes déjà dans le discours déjà. C'était mon dernier point. Vous voyez qu'on est à l'ère de l'informatique et donc à l'ère de l'information. Ceux qui ont la primauté de l'information sont ceux qui avancent avant les autres. Ceux qui ont les premières informations sont ceux qui créent plus vite. C'est pourquoi, quand vous découvrez l'information avant que les autres ne vous rattrapent, alors vous avez déjà fait un bon chiffre d'affaires avant que tout le monde s'y mette. Parce clair. que, remarquez une chose, toute activité que vous êtes initiateur, quand vous créez cela en premier lieu, les gens courent d'abord vers vous. Et donc, votre clientèle s'accroît, elle grandit, avant que les autres ne découvrent cela et qu'ils viennent pour créer. Et avant qu'ils ne viennent créer, déjà, vous êtes... vous avez très déjà avancé, vous avez pris une longueur d'avance. Un bon chiffre d'affaires. Et vous pouvez maintenant réfléchir à quoi faire encore de nouveau. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter au même niveau, au même stade. Je prends une activité comme les cabines téléphoniques avec lesquelles les jeunes se débrouillent aujourd'hui. Quand c'était venu au début, un seul jeune pouvait se faire un chiffre d'affaires de 500 000, voire même 1 million. Mais aujourd'hui, ce n'est plus évident. Pourquoi? Tout le monde maintenant sait que cela est une activité Mais je veux dire, rentable. qu'est-ce qui est à la base de cela? Je veux dire, dès qu'on remarque que le voisin a une activité rentable, tout de suite, on se jette là-dedans. C'est dû à quoi? C'est ce que je disais depuis le début. Les gens souffrent. Les gens ont besoin de solutions. Et de bouche à oreille, quand ils entendent que telle activité, c'est ce qui a permis à l'autre d'avoir une voiture. Alors, moi aussi, voulant que ma situation change, j'irai tout droit vers ce but et je créerai à moi aussi cette petite entreprise et je vais commencer à déjà m'aventurer. Sans chercher à savoir les pour et les contre. Voilà, sans chercher à savoir comment est-ce qu'il a fait pour ne pas échouer, parce que c'est vrai que nous pouvons commencer, mais ce n'est pas évident que nous terminons comme l'autre. Parce que en affaires et en entrepreneuriat, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, ça sera notre deuxième étape. Si on n'a pas pris le temps de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a lieu qu'on fasse afin que cette entreprise porte comme il le faut. D'accord, on aura l'occasion de répondre à cette question et je sens que vous avez beaucoup à donner aux téléspectateurs. Alors, M. Kwasi, lorsque vous avez votre idée d'entreprise, quelle est la démarche à suivre? Vous avez votre idée d'entreprise, là, on passe directement à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est laquelle? Dès que vous avez votre idée d'entreprise, vous faites une étude de marché. Une étude de marché. L'étude de marché va vous donner de limiter les risques d'échec. Mais avant même de nous donner ce que ça va produire, il serait bien qu'on sache ce que c'est que l'étude de marché. Oui, j'en viendrai. L'étude de marché va vous donner de limiter les risques sur le terrain. Les risques que votre entreprise arrive à un échec. Les risques, le degré de, je le dirais, d'échec. Et puis, ça va vous permettre aussi de voir, faire une étude de faisabilité, de viabilité. Est-ce que cette entreprise peut marcher dans ce lieu? C'est vrai que de l'autre côté, l'autre a réussi, mais est-ce que dans ce quartier, dans cette ville, est-ce que cette entreprise peut aussi porter, peut être productive? L'étude de marché, c'est quoi exactement? Donc l'étude de marché, c'est de savoir ce qu'elle offre sur le terrain, de manière pratique. L'offre, c'est quoi? C'est la concurrence qui est sur le terrain. Combien d'entreprises opèrent dans le même secteur? Je veux faire telle chose. Est-ce qu'il y a des concurrents sérieux sur le terrain? On va aller avec l'exemple de la gestion de cabine. Là. Voilà. OK. La cabine, voilà. La gestion de cabine, par exemple. Je veux avoir une cabine, un lieu où j'aurai une cabine téléphonique. Est-ce que dans les environs, est-ce que plusieurs font cette activité? Si oui, quelles sont leurs faiblesses? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à répondre? Mais comment on fait pour avoir ces informations? Ces informations, on peut aller en demandant aux clients. Vous n'êtes pas mis aux gérants de cabines qui sont dans votre environnement immédiat? Vous pouvez commencer déjà à poser la question aux gens
de ce quartier, voilà, qui sont effectivement le potentiel clientèle. Vous leur posez la question de savoir est-ce que vous êtes satisfait de ce que ces cabines vous donnent, est-ce que vous arrivez facilement à obtenir les unités que vous voulez, mais en temps record, parce qu'il y a certaines personnes qui, quand leur bourse d'affaires n'est pas assez élevée, quelqu'un peut venir demander 10 000 francs et il dira, excusez-moi, dans 1 heure de temps, je vous enverrai les unités. Donc, on cherche à savoir leurs faiblesses. Et quand on a cherché à comprendre leurs faiblesses, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau, de sorte à ce que les clients soient satisfaits et qu'ils ne se plaignent plus. Donc, quand j'ai réussi à voir tout ce qui est comme offre sur le marché, pour voir leurs limites, alors je vais chercher à réfléchir. Qu'est-ce que moi je peux avoir comme innovation afin que les gens soient satisfaits et que les gens n'aient plus à se plaindre. Voilà. Et quand vous avez fini cela, vous allez maintenant passer à la demande. Quel est le potentiel clientèle, effectivement, dans ce lieu? Est-ce que les clients de ce lieu ont besoin d'une autre entreprise? Si oui, alors je m'y lance. Sinon, je me retiens. Parce que si déjà la demande est moindre que l'offre, alors ça veut dire qu'il y a problème. Tout marché où l'offre est plus grande que la demande, vous n'avez pas besoin de vous aventurer sur ce marché. Parce que déjà, ceux qui offrent les produits sont déjà en grand nombre. Et ceux qui demandent les produits sont en petit nombre. Mais quand vous réussissez à voir que le potentiel clientèle est plus grand, est plus grand, comment on appelle, la demande est plus grande que l'offre, alors c'est un terrain qui est bon. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais par exemple, on a Olivier au quartier qui a étudié quand même, je vais dire, qui a fait une petite étude de marché, qui a étudié la concurrence, qui sait plus ou moins les failles de Jacob. Et il se dit, chacun a sa chance, donc je me lance. Voilà, ça, vous le dites bien, parce que ce n'est pas parce que aussi il y a déjà des entreprises qui existent que mon entreprise ne peut être créée. Mais l'étude de marché, comme il le disait, est importante afin d'éviter au maximum les risques d'échec sur le terrain. Parce que si ce n'est pas bien, votre entreprise peut être une bonne entreprise, mais ça peut ne pas être le bon endroit. Vous voyez? Donc l'étude de marché va vous permettre d'éliminer les idées. C'est-à-dire que j'ai eu pour idée de créer une cabine dans ce secteur. J'ai une autre idée de créer une peut-être blanchisserie dans le secteur. Entre les deux idées, laquelle est bonne pour ce secteur? Parce qu'une idée peut être bonne, mais elle peut ne pas être bonne pour le secteur. Donc quand j'ai réussi à savoir ce qu'il y a comme potentiel clientèle, alors je sais l'idée qui est bonne pour ce secteur et l'autre idée peut être aussi bonne pour un autre secteur. Donc voilà un peu, dans cette étude, il faut savoir que mon entreprise a une place sur le terrain, mais quel est ce terrain qui a besoin de mon entreprise? Quand vous avez réussi... Mais je veux dire qu'apparemment, à vous entendre parler, on a l'impression que n'importe qui ne peut pas se lever pour faire cette étude. Oh non. Je veux dire, c'est pas donné, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Non, pas du tout. Il faut s'attacher peut-être des services d'un spécialiste. Ok. On peut parler des spécialistes quand vous allez arriver dans l'entreprise proprement dit. Voilà, quand on créera cette grande entreprise, on aura besoin de spécialistes dans certains domaines. Mais pour les petites activités, il y a quand même des notions à savoir. Dans ces genres de domaines, on n'a pas forcément besoin d'un spécialiste. Vous avez simplement besoin d'avoir un flair des affaires, savoir ce qu'est une affaire, comment est-ce que cette affaire peut porter sur le terrain. Et quand vous arrivez à ce point, maintenant, je peux savoir si mon entreprise peut marcher dans ce secteur ou pas. Et après cela, il faut aussi voir mon fournisseur. Est-ce que celui qui me fournit, est-ce que ça peut me permettre de satisfaire la clientèle? Est-ce que je dois m'affilier à un fournisseur plus grand? Parce que, vous voyez, quelqu'un, par exemple, peut avoir un fournisseur, il appelle, et lui dit, envoie-moi des unités, comme on est dans le cadre de la cabine téléphonique. Envoie-moi des unités, et le fournisseur est en manque d'unités parce que lui-même n'en a pas en grand nombre. Ok, vous pouvez
vous attachez les services d'un fournisseur plus grand et qui, lui, vous satisfera à tout moment afin que vous puissiez répondre aussi aux besoins de la clientèle. Un fournisseur plus grand ou un fournisseur qui a aussi, j'allais dire, en termes de qualité de service, qui est bien outillé. Voilà, bien sûr. Un fournisseur Parce que si votre fournisseur présente des failles, c'est sûr que ça aura des répercussions sur vous. Ça aura des répercussions sur vous parce que quand vous vous installez et qu'en premier lieu, vous commencez à satisfaire les besoins des gens, ils vont commencer à s'attacher à vous. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de rupture. Quand la rupture vient, les gens commencent à se dire que c'est les mêmes choses que nous avons vécues avec les autres et c'est les mêmes qui reprennent. D'accord. Voilà. Donc, il faut toujours avoir un fournisseur qui puisse satisfaire nos besoins à nous afin que nous puissions aussi satisfaire les besoins des autres. D'autres points encore à aborder dans l'étude de marché où on a déjà l'essentiel. On a déjà l'essentiel. On a l'essentiel et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est maintenant la stratégie commerciale. La stratégie commerciale est attachée étroitement à l'étude de marché. La stratégie commerciale, c'est quoi? Je prends l'exemple d'une femme qui veut vendre par exemple des oranges. Okay? Les gens vendent leurs oranges à 50 francs sur le marché. Est-ce que je peux avoir un lieu où j'aurai mes oranges un peu plus moins chères afin que je puisse les vendre peut-être à 35 francs, pourquoi pas, c'est-à-dire à 3 à 100 francs, afin qu'au lieu de 2 à 100 francs, moi je puisse vendre cela 3 à 100 francs. Donc, j'étudie le marché pour voir la stratégie que je peux mettre en place pour que mon commerce soit plus productif que ceux qui sont sur... Parce qu'il y a la concurrence qui compte et la concurrence va être défiée par votre stratégie commerciale. C'est votre stratégie commerciale qui va vous permettre de passer la concurrence qui est au devant de vous. Donc la stratégie commerciale, c'est l'étude du prix. L'étude du prix, quel est le prix que je peux je le dirais, suggérer à la clientèle pour que je puisse arracher le plus grand nombre de marchés possible. Donc, c'est cela la stratégie commerciale. Après, donc, cette stratégie commerciale, on peut parler maintenant de la création du dossier. La création de votre dossier, pour ceux qui veulent que leur entreprise aille plus loin, ceux-là doivent créer un dossier. Ce dossier va comporter quoi? Ça va comporter le nom de votre entreprise, parce que le nom est vraiment porteur. Il faut qu'on sache que c'est à vous. Après le nom, il faut aussi donner le nom de votre article, l'article que vous avez à vendre sur le marché, à produire sur le marché, le nom de cet article. Il faut aussi avoir... le but, c'est-à-dire que ce que vous voulez apporter de nouveau sur le marché, c'est ce but-là, cet objectif que vous écrivez de manière vraiment claire afin que ce but vous amène à atteindre un plus grand but, c'est-à-dire à atteindre quelque chose de différent que ce qui est sur le marché. Donc, toutes ces choses, vous les écrivez afin que vous ne les oubliez pas. Ça vous aidera quand il s'agira d'aide financière ou encore autre chose. D'accord. Et puis après, on a tout ce qui concerne bien sûr l'aspect juridique, tout ce qui est documents administratifs, dès qu'on a franchi toutes ces étapes, bien sûr. L'aspect juridique, c'est la 5e étape. On doit être en règle avec l'État et la société. Donc, vous approchez des autorités compétentes afin de vous enregistrer. Avoir la bonne information, bien sûr. Avoir la bonne information, l'immatriculation de votre entreprise. Et voilà, ces autorités compétentes vont vous donner de savoir les normes à suivre. Et c'est ces normes-là qui, effectivement, donneront l'entreprise proprement dit. D'accord. En tout cas, on peut dire que vous nous avez donné un cours magistral sur la création d'entreprise. Mais il y a le petit du quartier là qui viendra vous dire, en tout cas, vieux père, tout ce que vous dites est vrai, on est d'accord avec, mais franchement, nous, on n'a pas de moyens. C'est-à-dire qu'on a franchi toutes ces étapes, on a suivi tous vos conseils à la lettre, mais voilà, on a terminé, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais simplement leur donner l'exemple d'une grande dame, Madame Charles Joseph Walker. Cette grande dame afro-américaine qui est devenue une femme célèbre dans le monde. On a la photo. OK, voilà sa photo. Cette dame qui est devenue une femme grande et célèbre dans le monde. Elle est née d'une famille pauvre.
ses parents étaient esclaves, travaillant dans un champ de coton. Ses parents sont morts à 7 ans, pendant qu'elle avait 7 ans. Les deux sont morts de la fièvre jaune. Cette fille a dû traverser une période difficile, au point où, à 14 ans, elle s'est donnée en mariage pour pouvoir échapper à la pauvreté. Mais malheureusement, son mari est mort. Des années après, son mari est mort avec leur enfant de 2 ans dans la main. Elle s'est remariée, elle a divorcé. Après cela, son 3e mariage, elle s'est mariée avec un vendeur de journaux. Et c'est lui qui est Charles Joseph Walker. Cette dame, à cause de son extrême pauvreté, perdait les cheveux. Elle n'arrivait pas à se laver les cheveux parce que les shampoings en son temps, pour elle, ça coûtait trop cher. Et donc, elle a eu une maladie de cuir chevelu et elle perdait ses cheveux. Et pendant qu'elle était en train de chercher des solutions, elle a commencé à travailler comme commerciale dans l'entreprise d'une autre femme qui produisait des produits de cheveux. Et c'est là que, en quête de solutions, elle va se produire elle-même le premier produit shampoing qu'elle-même va se faire. Avec ce produit, elle s'est traité les cheveux et elle a vu que ça a guéri la cuite chevelue, ça a fait, voilà, ça a fait pousser ses cheveux. Et elle dit, certainement, comme je vous le disais, je disais comme ça que quand vous écoutez bien, vous allez trouver une idée. En écoutant les gens pauvres, elle s'est dit certainement il y a des gens aussi qui ont besoin de ceci. Et donc, elle va commencer à produire cela tout doucement, en petit nombre. Et elle marche de porte à porte pour présenter son produit. Voyez, pour donner aux femmes de comprendre que c'est vrai que vous n'avez pas d'argent pour vous traiter les cheveux, mais voici mon shampoing qui est assez moins cher. Accessible. Voilà, accessible pour tout le monde. Et donc, voici. Et elle va commencer à leur proposer cela. Et les femmes se soignaient avec. Leurs cheveux poussaient, elles vont commencer à voir que c'est bon. Elles ont commencé à en parler de voisine à voisine. Bouche à oreille. Et c'est parti comme ça. C'est un exemple, j'allais dire, très intéressant, parce que le besoin est venu d'elle-même. Bien sûr. Voilà, elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème. Elle avait un problème. Donc, elle a cherché à résoudre ce problème et elle s'est dit, ah, si j'ai ce problème, c'est que certainement, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Donc, je vais vers ces personnes et je les aide aussi. Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard? Elle va devenir la première femme noire multimilliardaire qui s'est produit cette richesse elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'est auto-rendue riche. Par quoi? Par juste une idée. En disant, c'est vrai que je suis pauvre, mais ce que je viens d'avoir comme création, c'est vrai que ça va commencer timidement, mais par mon travail dur, arraché, je pourrais, je le dirais, faire fortune dans ce que j'ai commencé. Voilà pourquoi ce n'est pas forcément ceux qui commencent qui terminent. C'est ceux qui travaillent dur, avec diligence. C'est ceux-là seulement qui peuvent se produire des richesses dans l'avenir. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer. Comme on le dit, il y a toujours des hauts et des bas. Bien sûr. Mais d'aucuns diraient, par exemple, vous citez le cas de cette dame qui est américaine, et puis c'était au 19e siècle, elle n'est pas de notre époque. Est-ce qu'on n'a pas des exemples patents, des exemples pratiques ici en Afrique? Je vous prendrai l'exemple immédiat de cet homme, Orgi Ozor Kalu. C'est un jeune Nigérian qui a eu le privilège d'être parmi les 50 personnes, les 50 premières personnes qui sont devenues auto-riches par eux-mêmes. Voici ce jeune homme qui n'a pas fini ses études, et parce qu'il a eu un problème à l'école, on a dû donc l'éjecter de l'école. Et ce jeune homme va aller à l'est du pays. Et après, il découvre qu'il y a de l'huile rouge là-bas. Au nord du Nigeria, les gens avaient besoin d'huile rouge. Et donc, avec 35 $, c'est-à-dire 17 500 francs, ce jeune homme va acheter de l'huile rouge à l'est du pays, à l'est du Nigeria, et il partait pour vendre cela au nord du Nigeria. Et au fur et à mesure qu'il faisait, son chiffre d'affaires s'accroissait. Et il s'est rendu compte qu'au nord du Nigeria, il n'y avait pas des meubles assez appropriés. Il s'est demandé pourquoi ne pas acheter des meubles à l'est du Nigeria où le bois est frais, où il y a de grands meubles, pour pouvoir aller répondre aux besoins des gens au nord du Nigeria. C'est comme ça qu'il va commencer tout doucement à acheter des meubles à l'est du Nigeria
quelqu'un qui a commencé avec 17 500, acheter des meubles à l'est du Nigeria pour aller vendre cela au nord du Nigeria. Cela va l'amener à créer sa société qui est Slok Group. Et Slok Group aujourd'hui est représenté dans toute l'Afrique de l'Ouest et pratiquement dans plusieurs pays du monde entier. Donc vous êtes quelque part en train de nous dire que pour réussir son entreprise, il faut avoir une patience d'ange. Il faut avoir non seulement la patience, mais aussi avoir la passion. Il faut être passionné, il faut se dire que ce que j'ai commencé, je réussirai dedans, je deviendrai quelqu'un avec ce que j'ai commencé. Et donc, non seulement vous devez être diligent, travailler dur, mais aussi être dans la patience, vous dire que c'est vrai, que j'ai commencé difficilement, mais si j'ai un objectif et je vais y arriver. Je m'attelle à le faire et à fixer mon regard sur mon objectif, alors j'atteindrai mon objectif. La plupart des hommes qu'on appelle grands aujourd'hui, ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans leur histoire. Non pas de regarder leur présent. Leur présent est éblouissant. On regarde leur présent et on dit, mais il est beau, il est milliardaire, il est riche. Si je pouvais être comme lui, voici Kalou. Il est aujourd'hui milliardaire, il a eu le prix même de l'excellence au Nigeria, plusieurs prix dans le monde. Mais celui-là, il a commencé quelque part dans la pauvreté extrême. Donc, allons dans leur histoire, regardons leur histoire. Et quand on va voir leur histoire, on sera reconforté dans la position dans laquelle nous sommes. On va commencer à nous battre aussi avec courage. Et certainement, quelque part, dans 5 ans, dans 10 ans, qui sait, nous serons les prochains à être célébrés dans la Côte d'Ivoire. D'accord. Et je sais aussi, par expérience, pour ne pas dire avec l'échange que nous avons eu lors de la préparation de l'émission, que vous n'êtes pas trop pour les structures de financement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont quand même la chance d'avoir des structures de financement pour les accompagner dans leurs projets. Oui, il y a tellement de structures de financement, c'est-à-dire l'État même finance. Il y a des structures comme le district, la région qui finance, il y a des banques qui financent et autres. C'est vrai. Et moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, mais je suis pour ce que les gens... Voilà, qu'ils créent eux-mêmes. Parce que l'État est débordé. Vous voyez, ces structures, ces banques et ces structures d'investissement qui financent sont débordées. Quand vous déposez un dossier, vous penserez qu'ils font exprès pour que votre dossier ne soit pas rapidement, ne vous parvienne pas rapidement. Mais non, ils sont débordés, ils ont besoin de temps pour traiter dossier après dossier. En attendant qu'ils traitent tous ces dossiers qui prendront peut-être 1 an, pourquoi pas, voire même 2 ans, pourquoi ne pas vous-même sur le terrain commencer quelque chose? Si vous commencez quelque chose, vous verrez qu'en quelques 6 mois, vous n'aurez même pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous financer, vos parents viennent vous financer, ou encore le gouvernement, l'État ou les banques viennent vous financer. Parce que seulement qu'en 6 mois, vous pouvez générer des fonds qui seront assez suffisants pour créer l'entreprise de rêve que vous souhaitez. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Echel Kwasi. Vous avez un mot de fin? Merci, Caroline. Mon mot de fin, c'est ceci. Tout le monde peut réussir, tout le monde peut créer une entreprise, tout le monde peut être célébré demain. La seule chose, c'est de changer de mentalité et de commencer dès maintenant à faire quelque chose. Mettez la main à la pâte, commencez déjà à travailler et certainement, dans 2 ans, quand on se rencontrera quelque part, vous serez sur un plateau en train de dire que voilà, j'ai reçu tel prix, j'ai reçu tel autre prix, je vais en Europe, aux États-Unis et par-ci et par-là, parce que nous avons tous des talents, des compétences en nous pour pouvoir réussir. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Echel. En tout cas, nous avons été très édifiés par votre intervention. Et puis, dernière question avant qu'on ne se sépare. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les couturiers ambulants? Bien sûr, je connais les couturiers ambulants parce que ma mère, elle a dû être couturière dans la ville de Boaké. Elle quittait le quartier où on était. Elle faisait 11 km à la marche pour aller coudre et elle revenait. 11 km à la marche, elle s'en va. Et à peine, elle revenait à peine avec 400 francs pour la nourriture de ce soir et pour demain. Et donc, je suis sûre que la situation a changé après. C'était compliqué, véritablement compliqué. Donc, je connais les couturiers ambulants. Mais pour dire, on les appelle généralement les toclos. Oui, les toclos, je les connais bien. Mais vous savez, ce que vous faites aujourd'hui est ce qui va créer votre fortune de demain.
Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez recevoir 1000 francs par ce que vous êtes en train de faire, mais 1000 francs plus 1000 francs deviendront 2000. C'est clair. Ça deviendra 10 000, ça deviendra 1 million demain, et voilà, vous êtes parti. Merci beaucoup. Voilà, les couturiers ambulants, on les appelle les toklos. C'est l'élément que nous vous présentons à présent. Toklo, une expression bien connue de tous. Merci. Ils s'adonnent au rafistolage. Ils ont pour tâche d'apporter des retouches aux tenues vestimentaires. Toklo, ça veut dire que ce qui rend la vie déchirée, la vie de quelqu'un. Si ça te fait, on doit défaire, ou bien si c'est gros comme ça, on doit serrer pour toi bien propre. C'est nous gagnants. C'est nous là, l'envoyé Toklo à Abidjan ici. C'est nous gagnants. Là. Nous, il fait bon travail au marché ici. Tout le monde connaît. Il quitte Yepougon, Koumassé, 13 vues, des plateaux. Tout le monde vient ici pour nous faire travailler. Si tu prends ciseaux pour taper là, il fait Toklo avant là. Il fait Toklo. Après ça, tout le monde dit que si c'est ce qui prend machine pour mettre ici pour promener là, c'est Toklo. Si tu fais passer là, tout le monde dit Toklo, viens, il y a un travail ici, il faut venir faire. Il a fait à l'école au Ghana, Toklo là, il a fait à l'école. Ce métier a su s'imposer en Côte d'Ivoire pour le grand bonheur des populations. Je suis venu pour mon pain, c'est percé un peu, je suis venu pour ça. Les habits sont déchirés des fois ici, ou bien le pain percé, ils font bien. Par le passé, le Toklo était un nomade. Chaque jour, il se promenait dans les différents quartiers à la recherche de l'oiseau rare. Aujourd'hui, les données ont changé. Mieux, le concept a pris une autre allure. Dans la quasi-totalité des marchés, on rencontre ces bricoleurs devenus sédentaires. Leur cadre de travail se présente ainsi. Espace ouvert, un banc, une machine à coudre, un rideau pour les éventuels essayages. Le tour est joué. Le rapetissage peut commencer. Leur compagnon fidèle, la paire de ciseaux et le maître ruban. Le Toklo nourrit son homme. J'étais prêt pour faire mon famille au Ghana, tout ça là. Oh ouais, prends pampé. Moi-même, je prends ça là, la consulée au Ghana. Oh ouais, en pampé. Si tu gagnes 5 000, et manges 2 000, et déposer 3 000 francs, pampé, pas tout fait, la consulée. L'Ivoirien là, si tu dis qu'il n'a qu'à venir là, il dit il veut pas, il veut bureau. Il dit ça là, il veut pas ça. Un gars là, il est même dans la cour là-bas, il dit il n'a qu'à venir montrer un pampé. Il lui dit que non, il veut bureau. Bureau là même là, il peut gagner combien? Si tu gagnes par jour là même là, un mois là même, 20 000 ou bien quoi là, ça là même là, c'est bon plus que bureau. On peut le dire, l'argent ne vaut que par l'usage qu'on en fait. Acteur et partenaire du mouvement sportif ivoirien, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs vous informe de la tenue de la 5e session de la conférence des ministres des Sports de l'Union africaine du 22 au 26 juillet 2013 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire Sofitel. Thème, utiliser le sport comme facteur de réalisation des programmes nationaux de développement. Durant 4 jours, les ministres et experts des États membres de l'AC Noir, de l'ASC, les confédérations sportives et autres acteurs du mouvement sportif africain vont échanger et partager leur expérience. Vous êtes invités à prendre une part active dans la réussite de cet événement international. Infoline 20 21 83 67. 100 000 francs, 250 000 francs, 500 000 francs, 2 millions de francs CFA pour toi. Et oui, réalise ton rêve de devenir millionnaire, participe au jeu RTI Cash à Gogo et gagne jusqu'à 2 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant cash par SMS au 98 070 et tente ta chance. Plusieurs enveloppes de 100 000 francs, 250 000 francs, 500 000 francs CFA cash sont à gagner chaque semaine. Et ce n'est pas tout, 2 millions cash à gagner pour faire de toi un heureux millionnaire. 100 francs CFA, le coût du SMS. Il est hôtel communal, hein, c'est par rapport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Nous étions en train d'échanger déjà avec notre invité. Bonjour, monsieur. Bonjour, Caroline.
Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler, des hôtels de ville. On va parler aussi des hôtels communaux. Apparemment, c'est pratiquement la même chose, ça dépend, d'accord? De l'importance de la ville. De l'importance de la ville. L'hôtel de ville, c'est déjà, disons, la mairie qui couvre une grande ville, par exemple Abidjan. L'hôtel de ville couvre toute la ville d'Abidjan. D'accord. Maintenant, quand on parle d'hôtel communal, la petite mairie, c'est en fait une commune donnée. Une petite commune, ce sont les bureaux où travaillent le maire et le conseil municipal. Bien sûr, M. Koupo Nyoleba, vous le connaissez, c'est un habitué quand même de Matin Bonheur. Il est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Bien évidemment, on parle bien sûr des hôtels. Mais les hôtels de ville, quel est le constat général que vous faites aujourd'hui? Avant, je voulais d'abord remercier la RTI qui donne l'occasion une fois de plus à l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, au nom du président Guillaume Kofi. Vraiment, vous nous donnez l'occasion de communiquer avec la population et donner des conseils pratiques pour que notre cadre de vie se développe d'une manière harmonieuse. Donc, le constat général, qu'est-ce que d'abord la mairie doit se situer où? On dit quand on crée une ville, on organise en même temps le pouvoir. Et le pouvoir se met souvent au centre donc, de la ville. Et quand vous regardez toute la ville d'Abidjan, le plateau, tout le pouvoir est au plateau, le plateau est au centre donc, de la ville d'Abidjan. Et c'est pareil aussi dans la commune. Donc la mairie est située pratiquement au centre parce qu'il faut qu'elle soit accessible à tout le monde. C'est la maison commune donc, à la population. Et nous avons constaté... Parce que, mine de rien, c'est là-bas que tout se passe. Hein. Voilà. Je veux dire, l'enregistrement des naissances, des décès, les mariages. Voilà. Tout se passe à la mairie. C'est toute la vie de la commune qui s'y passe. Voilà. Et tellement, la fonction du maire est tellement, je le dis souvent aux gens, est tellement noble que c'est le maire qui légalise l'arrivée du citoyen, donc la naissance, et celui qui légalise aussi le départ quand on meurt. Et dans l'intervalle, celui qui organise l'espace pour qu'on se forme, pour qu'on travaille, pour qu'on vive bien. Et donc lui-même... Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on comprend véritablement cette importance-là? Justement, c'est le but de notre présence ici, parce qu'il faut que les gens comprennent cela. C'est tellement important que l'exemple doit être donné par le bâtiment dans lequel le maire lui-même travaille, par son architecture, par sa situation géographique. On a remarqué, bon, quand vous voyez un peu Abidjan, l'hôtel de ville, au plateau, se trouve même au centre du plateau. D'accord. Donc là-bas, ça a été respecté. Ça a été respecté, ça a été conçu avant la colonisation. C'est l'administration coloniale qui l'a conçu. Et donc, l'esprit français a été exprimé là, le long d'un boulevard, le boulevard de la République. Et des espaces ont été créés de telle sorte que l'hôtel de ville soit visible à partir d'une certaine distance. Si vous regardez, bon, c'est devenu l'hôtel du district. Bon, nous sommes actuellement à la rare capitale dans les pays francophones à ne pas avoir un hôtel de ville. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir. Quand l'hôtel de ville a été conçu, des espaces ont été donc rendus un peu non construits pour que la perspective puisse être dégagée. Là, on aperçoit déjà l'hôtel communal, la mairie de Cocody. Je voulais qu'on passe les images après, mais donc ici, on a l'hôtel communal, donc la mairie de Cocody, qui est située le long du boulevard Latry, et donc non loin de l'hôtel Ivoire. Et ici, je dirais que l'hôtel est bien situé. L'hôtel est bien situé. Pas forcément au centre. Pas forcément, mais c'est quand même au centre, c'est vieux Cocody quand même. Oui. Voilà. Bon, et puis il n'y avait plus d'espace pour pouvoir construire une nouvelle mairie. Non, je pense que la mairie est bien située et la lecture est aisée. C'est-à-dire qu'il y a une distance pour apprécier un peu ce bâtiment par rapport à son architecture. Je voulais dire. Et quelle est votre appréciation? Bon, c'est une architecture qui accroche quand même. Parce que, bon, c'est beau, c'est bien fini. Ça va. Oui, ça va, c'est beau. Et je dirais au maire de retoucher un peu sa façade parce que ça commence à prendre un coup. Ici, on a la mairie d'Adjamé qui est située, quand vous remarquez, c'est toujours situé à proximité du marché. La mairie d'Adjamé, bon, ça a été conçu avant l'indépendance, en même temps que la mairie de Treichville, c'était des délégations avant, et c'était couvert par la ville. Et donc, cet espace a été conçu, vous regardez, c'est dégagé
par rapport au boulevard Nangui Abrougua, il y a un jardin, toujours un espace tampon entre le bâtiment et la rue, pour qu'on ait un recul. Et cet espace-là, il est important aussi dans l'utilisation de la mairie. Je veux dire, son rôle, c'est d'abord, c'est là on crée en principe certains espaces de rencontre. Quand on arrive à la mairie, il y a d'abord un espace tampon. On n'a pas besoin d'une guérite pour demander la permission pour entrer dans la maison commune. La mairie appartient à tout le monde. La collectivité. Voilà, la collectivité, on rentre quand on veut, comme on veut. Mais la sécurité peut se faire à partir du bâtiment. D'accord. C'est ce qui a été respecté ici à Gamé, donc à Cocody. Et vous allez voir aussi la mairie de... Mais parlons de la situation géographique ça de doit la être mairie souvent... d'Adjamé. Voilà. Oui, elle est quand même bien située par rapport à... Accessible. Oui, accessible. Bon, vous savez, à Gamé, c'est... Parlant d'accessibilité, vraiment, malheureusement, le boulevard qui passe là, je dirais même que le boulevard n'a pas été achevé parce que moi, je suis allé en voiture. Mais c'est difficile de circuler. Il y a tellement de monde parce qu'il y a le marché, il y a les gars, tout près, tout est devenu marché. Et on aurait souhaité qu'il y ait des passerelles sur ce boulevard-là pour que la circulation piétonne puisse être aisée. Et là, nous sommes à Yopougon. Nous sommes à Yopougon, mais là, c'est la mairie vraiment la mal située. Et puis, sa conception ne répond même pas au fonctionnement réel d'une mairie. Pourquoi, la clôture, d'abord par la clôture. La clôture. La clôture, on n'a pas besoin d'une clôture pleine. C'est un édifice public, c'est la maison de tout le monde. Ça doit être visible, ça doit attirer donc la population. Et l'architecture doit accrocher. Et je crois que c'est une mairie provisoire. De l'extérieur à quelques mètres de distance. Voilà, une certaine distance pour qu'on puisse voir le long d'une voie. Il y a trois grandes voies de pénétration dans la commune de Yopougon. Il y a, bon, à partir des ponts, un premier pont, deuxième pont, troisième pont. Mais à partir de la voie centrale, je pense que la voie centrale qui rentre dans Yopougon à partir du deuxième pont pouvait supporter donc l'implantation de la mairie de Yopougon. Malheureusement, tous les espaces sont en train d'être occupés et c'est la commune qui vraiment, pour le moment, qui n'a pas de mairie digne de ce nom-là. Mais il paraît que des travaux seront bientôt faits pour accueillir des travaux de construction d'un hôtel communal au niveau de Figayo. De l'espace Figayo, le maire de Cocody, le nouveau maire de Cocody, de Yopougon, pardon, l'a annoncé, Gilbert Kafana Kone. Donc, je pense que ça sera une très bonne initiative. Et les architectes sont prêts à l'accompagner. Voilà, parce que le bâtiment aussi doit incarner la beauté, parce qu'on dit la beauté d'un bâtiment élève l'esprit de ceux qui l'occupent. C'est cela. Parce que quand c'est beau, on est fier même d'être là-dedans et on est fier de dire aux gens, c'est là que je travaille, ou bien c'est là que j'habite. Et puis je crois que Yopougon tout de même est la plus grande commune, non? Oui, déjà même en superficie et puis en population. Abobo et Yopougon sont les communes les plus peuplées. Et bon, Yopougon mérite mieux que ça. Bien sûr, bien sûr. Et le maire a une bonne ambition. L'ambition sur la ville s'exprime d'abord par le lieu de travail. C'est clair. Et la maison commune doit attirer tout le monde et l'architecture doit être vraiment d'une certaine qualité. Beaucoup de choses à dire. On a aussi vu sur les images la commune j'allais dire, la mairie de Trècheville. Oui, la mairie de Trècheville est pareille à celle d'Agamé. C'est à la même époque que ça a été fait. Mais malheureusement, voilà, je disais que j'expliquais la position de la mairie et les espaces qui permettent d'avoir une certaine perspective. Si vous voyez au plateau, par exemple, c'est exactement le même système qui a été observé, les mêmes critères qui ont été observés devant la mairie de Trècheville. Malheureusement, tous ces espaces sont occupés. L'hôtel de ville d'Abidjan, en face, il y a un marché, mais écrasé, qui dégage une perspective à partir des différentes rues, et on voit la mairie, ça met la mairie en valeur. Et de l'autre côté, on a le parc, donc qui n'est pas construit, qui permet aussi de créer une perspective. Malheureusement, les arbres ont caché un peu l'hôtel de ville. Et du côté de la présidence, il y a un espace aussi vide qui permet, tout ça, c'est pour mettre la mairie en valeur. Il faut que ce soit accessible visuellement et aussi donc, quand on y va. Et c'est ce qui a été fait au niveau de Trècheville. Si vous connaissez Trècheville, vous étiez encore plus jeune. Certainement. Et voilà. Entre la maison du congrès du PDCI et donc la mairie, il y avait un jardin. Il y avait un espace. Parce que d'abord, la mairie est un peu mal située par rapport à la rue. C'est une petite rue. Et donc, il fallait dégager un espace pour permettre une lecture aisée de celui qui arrive. On dit, voilà la mairie. On ne cherche pas, on ne dit pas où se trouve la mairie. Malheureusement, bon, pour des
des intérêts de densification, commerce et autres, tout cet espace a été construit. Et même quand on regarde les anciennes images, à l'arrière-cour, c'était planté. Vous en parlez avec beaucoup de passion quand même. Avec beaucoup de passion, vraiment. Je regrette parce que bon, tout est parti. On sent tout le regret. Il faut que le maire revoie un peu, peut-être s'il peut construire un petit hôtel communal, ce serait vraiment... parce que celui-là est un peu dépassé, tout l'espace a été construit et aujourd'hui la mairie a l'air un peu cachée. Et au niveau de... Nous sommes allés visiter une petite mairie à Boisseau, je suppose. Belle pelouse. Vraiment bien conçue. Et le maire, vraiment, paix à son âme, Feu Elenga, qui avait une ambition vraiment sur sa ville. Et à son deuxième mandat, son premier souci, c'était construire l'hôtel communal. Parce qu'il était dans un petit espace. Et quand il a construit, évidemment, tout le reste suit. Il a aménagé la bordure de la Bia, à l'image même du jardin donc, de la mairie. Et c'est ce qu'on demande à tous les maires. Il faut que le lieu soit attrayant, mettre la confiance entre la population et donc le maire lui-même. Mais le problème d'entretien demeure tout de même. Je veux dire que quand on arrive à la mairie d'Aboisseau, on peut dire que la nature a été véritablement généreuse dans ce secteur. Oui. On a une belle vue, on a une belle étendue d'eau. Vraiment, tout est beau, oui, mais il y a tout de même un petit problème parce que ça et là, on voit des papiers traîner, on voit aussi des murs qui tombent en ruine. Oui. Tout cela, je ne sais pas si c'est le propre des Africains ou des Ivoiriens, je n'ose pas le dire. Le problème qu'on a chez nous, c'est que voici on aime des bien pavés qui ne sont pas propres. Quand on finit, on a souvent un problème d'entretien, la maintenance. Rien même la mairie de Cocody, elle a à peine 15 ans. Déjà, elle a commencé à prendre un coup. Même les espaces au sol, tout ça. Et souvent, on ne prévoit pas, le vrai problème quand on consomme, on ne prévoit pas des budgets d'entretien. Mais il faut reconnaître que pour que ça soit toujours beau, il faut nettoyer. Et là, les pavés étaient de couleur marron. Aujourd'hui, bon, deviennent grisâtres parce que, bon. Mais il faut reconnaître que le maire ici, il a fait un effort. Voilà. On n'a pas besoin de construire des buildings, on n'a pas assez de moyens. Ni serait-ce que les petits jardins, les petits espaces bien aménagés. Bon, là, on a essayé de filmer pour dire au maire qui est là qu'il faut qu'il continue de l'autre côté de la rive pour que la ville puisse dégager une certaine lecture d'ensemble. Mais la mairie elle-même, on la verra tout à l'heure, ça a été conçu vraiment à l'image d'une mairie. Et avec une architecture un peu typique à la zone, parce qu'on n'est pas loin du Ghana, le maire a demandé à ce que son architecture reflète une certaine lecture. Voilà. Ça, c'est le côté où se trouve le bureau du maire à l'étage, et voilà la façade principale. Voilà, juste un coup de peinture au niveau de la façade, et le tour est joué. L'autre a joué son... il a construit, la pelouse est tout de même bien entretenue. Oui, voilà. La pelouse est bien entretenue. Ça, c'est l'arrière-cour. En principe, en plus de tout ça, il faut créer des petits agoras où les jeunes peuvent venir, un théâtre à ciel ouvert. Bien sûr. Voilà, quand le temps est beau, ils peuvent faire des petites manifestations. Voilà. Ça, c'est l'escalier secours qui mène au bureau du maire. Et voilà le jardin. Et là, ça crée une confiance entre la population. C'est pas trop reculé de la ville, hein, non? Non, c'est en plein centre-ville. En plein centre, mais à Boisseau a un problème particulier, c'est que le relief est tel que pour avoir vraiment au centre un espace où on peut construire une mairie, ce n'est pas évident, c'est devant la préfecture. Voilà. Et voici l'hôtel du district. Donc, qui était l'hôtel de ville d'Abidjan. Vous voyez, ça a été construit dans les années 56-57. Et l'architecture est typée. Le colon nous a déjà dit, l'administration coloniale nous a dit que la mairie, c'est l'exemple. Voilà, il faut qu'on ait cela à l'esprit. Vous voyez les vitres teintées, tout ça avec des couleurs réfléchissantes et autres. Vous voyez. On n'a pas suivi. Hein. Bon, il y a les moyens aussi, il y a les moyens, mais je pense qu'il faut avoir la volonté. Tout à l'heure, l'invité qui était là a tout dit. C'est avec la volonté et les ambitions qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est... Ça, c'est l'hôtel de ville de Ouaga. De Ouaga, voilà. Justement. Voilà, ce qui m'a plu. Bon, malheureusement, on nous a empêchés de filmer parce que là, il faut une permission spéciale pour filmer. Donc, j'ai pris quelques petites images. Ce qui est impressionnant, vous voyez la clôture? Oui. Elle est légère. Elle laisse la vue passer. C'est la chose publique. On doit pouvoir lire ça facilement. Et ce qui est intéressant là-bas, et j'attire l'attention du gouverneur du district, là-bas, l'espace, l'hôtel de ville est
sur un espace donné, et de l'autre côté de la rue, les extensions, il y a des bâtiments qui sont construits, où il y a le secrétariat général, et le côté finance et autres. Donc, on ne construit pas tout autour, parce que ça gâte l'architecture, ça détruit l'idée principale qui a animé le concepteur pour pouvoir sortir cette œuvre. Parce que l'architecture de la mairie de la ville d'Abidjan est particulière. Les 4 façades sont autonomes. C'est-à-dire quand vous tournez, vous ne retrouvez pas la même lecture de part et d'autre. Donc c'est un bâtiment autour duquel on ne doit pas construire. Ici, ça a été respecté. L'architecture n'est pas tellement extraordinaire. Vous voyez tous les bâtiments qui sont de l'autre côté. Ça fait partie de la ville. Voilà. Mais c'est quand même beau. Hein. J'ai vu d'autres images sur Internet et c'est propre. C'est propre. Est-ce qu'il faut dire à ce niveau, bien aménagé. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que l'inauguration a été faite en 1959 et réhabilitée en 2003. Avec un coût global de 1,50 milliard et ça a été fait sous fonds propres du budget communal. J'ai été vraiment impressionnée lorsque j'ai reçu l'information. Je dis waouh, waouh, c'est pas sorcier. On a aussi la possibilité de le faire. Oui, beaucoup de taxes. Voilà, il y a des taxes. Au niveau des communes, il faut véritablement s'organiser. Voilà. Nous voulons profiter pour inviter nos maires à travailler. C'est là-bas que tout se passe, on ne cessera jamais de le dire, c'est là-bas que tout se passe. On est fiers de dire je vais à la mairie. Je vais à la mairie. Voilà. Et la mairie, il n'y a pas que les actes qu'on va produire, on peut aller. Un hôtel de ville, par exemple, peut avoir des espaces ouverts à la population qu'on loue. Il y a des salles où on peut aller tenir des réunions, où on peut aller faire des conférences et autres. Et puis, bon, des espaces autour de la mairie peut permettre à la population de s'égayer, surtout la jeunesse et autres. Mais si vous, en Afrique du Sud, le Cap, la ville, un hôtel de ville, quand vous arrivez, on vous dit d'aller visiter. Parce que l'architecture est telle que vous ne pouvez pas ne pas voir avant de partir. Le maire, c'est-à-dire, il a mis un pouvoir central qui permet donc à la population de comprendre que la ville commence par là. Voilà, donc on ne peut pas être... Il y a des villes qui n'ont pas jusqu'ici leur mairie. Une grande ville comme Daloa, et dans des locaux, des bâtiments, le patrimoine de l'État qui ont été légués donc à la mairie, il est temps qu'on fasse un hôtel communal digne de ce nom là-bas. Et comme chez moi, ici aussi, il n'y a pas de mairie. Donc il y a des villes comme ça. À Daloa, par exemple, l'administration centrale est marquée par la préfecture. C'est une grande préfecture très belle qui s'impose. Et la mairie à côté, dans des petits bâtiments. Et je pense qu'il est temps. Et ça, c'est un message que je lance à l'actuel maire dont j'ai rencontré les adjoints, qui a vraiment une ambition très grande sur la ville de Daloa. Et je pense qu'il est temps de programmer l'hôtel communal pour que demain, son passage à la mairie soit aussi marqué. Aujourd'hui, Elenga ne peut pas être oublié à Boisseau. Meltedon ne peut pas être oublié dans la commune de Cocody parce qu'il a laissé une belle trace, donc l'hôtel communal. Et j'attire l'attention du maire, l'hôtel communal de Cocody, la façade a commencé à prendre un coup, les encadrements des fenêtres ont commencé à chuter. Je pense qu'il est temps, après 15 ans, de retoucher un peu l'hôtel communal. Est-ce que la question que je vais vous poser, est-ce que vous, en tant qu'architecte, vous avez la possibilité d'approcher nos autorités administratives quant à la façade de certains édifices? Vous le faites souvent? Bon. On peut faire des propositions. En principe, c'est le maire qui vient vers l'ordre de l'architecte. Maintenant que nous communiquons, nous attirons l'attention du maire. Et puis, bon, pour réhabiliter ce genre d'œuvre, le concepteur initial, on peut le rencontrer. Et puis, ressortir les éléments. Pourquoi? Parce que c'est une idée qu'il a fait passer. Il ne faut pas aller mettre à la place de certains matériaux, d'autres matériaux qui n'ont rien à voir. Parce qu'il y a une harmonie des couleurs. Toute la façade, je crois, est marbrée. Donc, il faut faire très attention. C'est une mairie un peu luxueuse quand même, qui mérite une attention particulière. Mais l'ordre de l'architecte se met à la disposition des communes pour les accompagner, concevoir donc leur mairie pour que la population puisse vraiment avoir confiance. Mais en tout cas, vous faites bien, je veux dire que vous faites bien de communiquer là-dessus, vous faites bien de venir sur le plateau de Matin Bonheur pour en parler, parce que vraiment...
des fois, on se pose des questions. Quand on arrive par moment dans des commissariats de police, on arrive à la mairie, on se demande véritablement où on est. C'est pas du tout agréable. Des fois, il suffit juste d'un coup de peinture ou peut-être de revoir le mur parce qu'il y a des fissures, tout et tout, des travaux. Voilà. On dit l'utilisation sociale est un facteur important. C'est-à-dire dans la conception même du projet, on livre, quand on arrive dans une résidence, quand vous prévoyez un portillon et un portail, tout de suite le piéton qui arrive, il sait par où passer. Mais si vous avez un gros portail où tout le monde doit passer, quand la voiture arrive, vous gênez le visiteur. Donc, ce sont des règles qui s'établissent dans la conception. C'est pour cela que la mairie a des espaces tampons. Il y a le vide et il y a le plein. Le vide permet d'avoir la cour qui est aménagée, qui permet donc aux visiteurs, parce que c'est là on reçoit aussi les autres. C'est ça. Voilà, quand on arrive à la mairie, on dit on va prendre la clé de la commune, mais on ne peut pas arriver sur un petit espace avec une clôture pleine où on demande je veux voir le maire. Il faut dire qu'on est à la mairie. Donc, il est quand même mieux qu'on aille au-delà de cette petite conception qui, on a l'impression. C'est vrai que la population n'est pas exigeante, mais il arrivera un moment. Parce que tous les enfants vont à l'école maintenant. C'est clair. Il arrive un moment où on aura une population exigeante. Et je pense qu'avant de dire aux autres, construisez bien, vous-même d'abord, commencez par votre lieu de travail. Et je pense que c'est ce message qu'on veut lancer. Et les architectes veulent accompagner donc les maires dans cette perspective de l'avenir de leur commune. Aussi par rapport à l'usage, je veux dire, par rapport aux visiteurs, quand on est dans des mairies, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, par exemple, qu'on puisse dire, voici, faites ci, qu'on pose, par exemple, des restrictions? Oui, mais peut-être que, je veux dire que l'usage qu'on en fait... Oui, il y a des règles. Même, il n'y a pas de règles préétablies. Quand on arrive tout de suite, on sait où aller. Quand on arrive dans une mairie, on doit avoir un hall où il y a une réception. Il y a des mais ce n'est pas des réflexes, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que quand on arrive dans une maison où tout est propre, on a une façon particulière de se tenir tout de même. Bon, mais je veux dire, on se dit, la mairie, c'est un lieu public, donc quand j'arrive, c'est comme, je fais ce que je veux. Voilà. Pourtant, si on arrive que, par exemple, sur un tableau affiché, il y a des règles, ne pas faire ci ou faire ça, voilà. Ah oui, ça peut peut-être limiter les dégâts, éduquer la population parce que l'usage... Mais je veux dire, la conception, quand c'est fait vraiment par un architecte, qui met son génie là-dedans, l'espace lui-même parle, il vous parle quand vous arrivez. Tout de suite, vous savez où aller. Bon, quand on fait les aménagements, il y a les passages piétons. Vous-même, vous voyez déjà par où il faut passer. Mais si c'est un espace vide où tout est nu, mais évidemment, on se promène partout et on est obligé de demander où je peux passer pour pouvoir voir le maire. Même dans la cour, déjà, on peut annoncer les directions, parking et autres, le bureau du maire, donc le parking du maire, tout ça, ça s'annonce. Mais effectivement, il peut y avoir, sur un tableau, on peut éduquer, même dans les contacts avec la population, on peut former la population pour lui dire, voilà comment... on peut utiliser cet espace-là, effectivement. Mais la conception architecturale est un élément fondamental. D'accord. Voilà. Merci à vous. Quel sera votre mot de fin? Je voulais d'abord dire au maire que nous ne sommes pas en train de critiquer, mais nous sommes en train de participer donc à l'évolution de nos cités. Et nous pensons que l'Ordre des architectes est bien placé pour pouvoir concevoir ces espaces-là. Il y a beaucoup de mairies qui ne sont pas encore construites, même à Abidjan. Vous venez de parler de Yopougon, et il y a d'autres communes. Moi, j'ai vu, on n'a pas pu avoir les images nous ne sommes pas allés à Marcory, mais Marcory ici a besoin d'avoir pignon sur rue. Parce que la mairie est tellement cachée que finalement, on est obligé de la chercher. Et c'est par habitude qu'on y va. Donc, il faut dès maintenant choisir les espaces les meilleurs pour pouvoir vous adresser aux architectes qui vont vous accompagner dans ce sens-là. Je ne dis pas que c'est gratuit, mais la conception déjà est un élément fondamental. Vous pouvez même avoir la maquette et puis chercher des fonds. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koupo Nyoleba. Merci pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous entretenir sur ce sujet, sur les mairies, les hôtels communaux et les hôtels de ville de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu. L'émission est terminée. Je voudrais remercier Ginette Calais pour les accessoires. On se donne rendez-vous demain à 11h30 pour un autre... Non, pardon.
Je me croyais à midi chez nous. Ben non. On se retrouve à Matin Bonheur demain à 6 h. Judith Assoumou a réalisé l'émission et puis à demain. Au revoir.